Tu sais, il me regardait pas beaucoup durant la séance. Et là, il a levé le regard, il me regarde et il me dit merci d'avoir posé cette question. Il me dit vous êtes le premier à me la poser. Et là, il me commence à me confier qu'il prévoit de se suicider ce soir, notamment en allant chercher de l'insuline d'un proche, car il savait où l'insuline était entreposée. En fait, on peut avoir une douleur qui est très intense, qui est très vive. J'ai hésité à appeler l'ambulance. En fin de compte, après, ça s'estompe, quoi. C'est pas forcément indicateur de quelque chose de plus grave. L'odoron, on peut, mais est-ce qu'on devrait? On se blesse car on en fait trop, trop vite, après on en refait trop peu, pendant trop longtemps. La plupart des preuves qu'on a à l'heure actuelle sur le risque de blessure et de technique, ce sont surtout des preuves qui sont indirectes. Un gars est mort étouffé chez lui tout seul parce qu'il faisait du développé couché, la barre lui est venue dans la gorge. Quand on entraîne quelqu'un, on a des contraintes, le temps, l'énergie, les ressources qui sont allouées et on peut pas toujours tout travailler. Je dis ouais, mais parfois on a plus les outils en main, on a plus de temps avec le patient, on le voit plus régulièrement dans différents contextes. On est bien placé pour en tout cas émettre ou en tout cas peut-être ouvrir d'autres hypothèses diagnostiques. Même à l'échelle individuelle, faut pas oublier qu'on a parfois des options. Donc les études c'est échelle de population, parfois à l'échelle individuelle, ça vaut quand même la peine de tester certaines choses. Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Bach qui est kinésithérapeute et spécialisé dans les sports de force et plus particulièrement dans le powerlifting. Alors aujourd'hui, vous vous en doutez, on va parler de force, c'est-à-dire de comment la développer au cabinet avec ou sans matériel, mais également de l'intérêt de la travailler avec nos patients et aussi des fausses croyances qui gravitent autour de cette qualité physique et bien d'autres choses encore. Alors avant de débuter ce podcast, j'aimerais bien t'en dire un petit peu plus sur ce qu'est Full Physio. Parce que Full Physio, c'est pas qu'un podcast, c'est avant tout une plateforme tout en un. Et notre ambition chez Full Physio, elle est très claire, c'est tout simplement de pouvoir te proposer au même endroit non seulement un accès privilégié à l'information scientifique récente pour toujours être à jour des dernières évidences scientifiques qui gravitent autour de la kiné, mais également des outils cliniques pour améliorer, faciliter ta pratique quotidienne au cabinet. Et enfin, une académie qui te permettra de te former en continu auprès d'experts et expertes dans leur domaine. Full Physio, c'est donc 3 piliers pour t'aider dans ta carrière de kiné. En plus, ça rime. Le premier volet, c'est Full Physio Knowledge qui va regrouper des modules EBP, des masterclass, des webinaires, des tests cliniques et même aussi des vidéos de manipulation et de mobilisation articulaire. Le deuxième volet, c'est le volet Care qui va en fait regrouper un tas d'outils cliniques pour te faciliter la vie dans ta pratique quotidienne, que ce soit un outil d'aide à la prescription d'exercices pour tes patients, mais également des fiches d'éducation thérapeutique, etc. Et enfin, le volet Academy, donc Full Physio Academy, qui est une plateforme où tu retrouveras des formations aussi bien en présentiel que en e-learning données par des experts et expertes dans leur domaine. Bon allez, c'est tout pour moi, je te laisse écouter l'épisode, je te dis à très bientôt et surtout, merci pour ta confiance. Et salut Thibaut, écoute, merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode d'Entendons. Comme d'habitude, avant de commencer cet épisode, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas ? Alors, Thibaut Bach, je suis kinésithérapeute et je suis kinésithérapeute à temps partiel. Je travaille à mi-temps avec des toxicomanes et je gère l'activité physique ainsi que les soins auprès de ceux-ci, donc au sein d'une ASBL. Donc ça, c'est la partie de mon job qui est un petit peu singulière. Et voilà. Puis, la seconde partie de mon temps est allouée à mon travail de coach sportif en tant qu'indépendant, pour lequel je travaille pour ma boîte Smart and Strong. Et je suis plutôt spécialisé dans les sports de force, notamment le powerlifting, l'haltérophilie, et j'ai également un peu une expérience dans le strongman. J'ai été également formateur pendant 4 ans pour la Ligue francophone des poids et haltères, la LFPH, pour laquelle j'ai donné 7 sessions de formation pour les formations ADEPS, donc moniteur initiateur en haltérophilie powerlifting, moniteur éducateur. Je participe aussi dans différentes petites formations. Ici, je vais intervenir et je fais déjà la pub pour la prochaine mouture de la formation de Pierre-Élie Bernard, les chroniques de la douleur. Ouais. No pain, no gain. Je suis également coach international pour cette même fédération. Donc, pour le moment, depuis 2021, j'ai déjà été sélectionné et j'ai été sélectionné 12 fois pour coacher lors de championnats majeurs et j'ai déjà coaché lors de 11 de ces championnats majeurs, le prochain étant le mois prochain. Donc, en allant des coupes universitaires, Coupe d'Europe universitaire, Coupe du monde universitaire, les championnats du monde universitaire, championnats d'Europe Open, championnats du monde junior. Donc, voilà, j'ai également une expérience d'étudiant-chercheur au sein du labo de physiologie de l'effort de l'UC Louvain. Et notamment, je me suis un petit peu intéressé sur l'effet de l'hypoxie sur l'activation des cellules satellites
et notamment l'hypoxie, qu'elle soit environnementale ou plutôt locale, notamment vis-à-vis du BFR. Et je suis également gérant d'une salle spécialisée dans la force à Charleroi, donc avec mon associé Alexandre, et on gère une petite salle qui est plutôt dédiée au powerlifting à l'heure actuelle et à la calisthénie, et on prévoit d'agrandir cela, donc la petite fibre un petit peu divers et variée. Ouais. Tu vas mettre à combien d'heures dans une journée là, parce que c'est un truc de fou. Parce que moi je connaissais, enfin je savais pas que tu faisais déjà tout ça. Je connaissais un peu ton domaine de prédilection, mais là attends, tu nous as sorti de ces trucs. C'est incroyable. Tu dois avoir des semaines bien remplies quoi. Oui, 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 je regarde. Alors, il y a des semaines qui sont plus ou moins remplies. Alors, des semaines, il y a 15 jours, il y a eu un week-end de compétition, donc je coachais et j'ai participé moi-même à la fin de la journée à la compétition. Et on est sur des semaines à peu près à 90 heures. Mais franchement, je kiffe, je changerais ça pour rien au monde. Et en général, j'ai plutôt des semaines très remplies. Et puis j'ai des semaines un peu moins remplies. Par exemple, le week-end dernier, je suis parti à Amsterdam avec ma chère et tendre pour la Saint-Valentin. Et là, du coup, il y avait un petit peu moins d'heures sur la semaine. Donc, bon, voilà, on va dire que ça contrebalance. Il y a des semaines qui sont un peu plus intensives et des semaines qui sont un peu plus light. Mais non, voilà, Ouais. j'adore ce que je fais. Je changerais ça pour rien au monde. Et puis, j'ai seulement lancé mon activité d'indépendant il y a un petit peu plus d'un an. Donc, Ok. c'est aussi les débuts, hein. J'imagine que tu le sais. Ouais. Quand on commence, en général, on ne compte pas trop les heures. Mais l'objectif est de pérenniser un petit peu la chose pour pouvoir lever un petit peu le pied. Donc, Bah oui. ça fait Et partie puis aussi du jeu. je pense que quand tu aimes ce que tu fais, tout passe directement mieux aussi, hein. Je pense que c'est trop bien. C'est trop bien d'entendre Exact. quelqu'un qui dit voilà, je bosse 90 heures, mais au final, vu que j'aime bien ça, le mot bosser, c'est pas péjoratif pour toi, tu vois, En dans ce fait, sens-là. non, parce que je considère pas ce que je fais. Enfin, ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé le coaching comme tout un chacun en général. On se fait pas payer, on le fait pour le plaisir. Et maintenant, c'est drôle parce que je me fais payer pour ça. Je le fais de manière très professionnelle, mais pour moi, ça change pas grand-chose. Je le fais parce que j'aime ça. Quand je dois le faire, j'ai pas le sentiment que ce soit, j'ai envie de dire, une épine dans le pied. Ça demande parfois un petit peu d'organisation, ça demande parfois du temps, enfin ça demande très souvent du temps, mais j'adore ce que je fais. Et puis l'avantage, c'est que comme je fais plusieurs choses, mais qui tournent tout autour un petit peu de ce que moi j'aime, donc surtout les sports de force, en fait, c'est la passion au quotidien, quoi. Ouais. C'est beau, c'est beau. Ben, ça va peut-être en inspirer certains ou certaines qui nous écoutent, hein, parce que c'est cool d'avoir aussi une activité hybride en plus de la kiné. Je trouve que c'est assez riche de pouvoir un Tout à peu fait. se diversifier comme ça. Et donc voilà. Bon, ceux ou celles qui nous écoutent, ils auront déjà probablement compris autour de quoi va tourner ce podcast, hein, si vous avez écouté les 3 minutes d'avant. Mais du coup, oui, aujourd'hui, je voulais t'inviter parce que je trouve que c'est un sujet hyper intéressant, la force, le powerlifting, parce que ces choses-là peuvent totalement se transférer dans nos rééducations de kiné, qu'elles le sont, je trouve, pas assez souvent. Et du coup, voilà, on va un petit peu naviguer au travers de plusieurs sujets. Et pour qu'on parte un petit peu d'un jargon commun, parce qu'il faut considérer que tout le monde n'est pas expert ou experte dans la force, forcément. Bien évidemment. Il y a même plus l'inverse que... Voilà. Est-ce que tu pourrais nous définir au final en quelques mots ce qu'est concrètement le powerlifting? Parce que toi et moi, on sait probablement ce que c'est, mais enfin j'espère. Mais par contre, ça parle peut-être pas à tout le monde. Et en quoi ça se distingue, par exemple, de la pratique classique de la musculation ou du CrossFit? Parce qu'il y a beaucoup d'appellations. Donc si tu pouvais nous déblayer un petit peu le terrain. Alors, le powerlifting, ou force athlétique, c'est un sport de force. Globalement, l'idée est de soulever le plus possible sur une seule répétition, sur les mouvements de squat, de développé couché et de soulever le terre. Donc squat, bench press ou deadlift. Sur chaque mouvement, l'athlète a 3 essais pour soulever la charge la plus lourde possible. Et l'essai réussi avec le plus de charge possible sur chaque mouvement est comptabilisé dans le total. Il y a 8 catégories de poids différentes par sexe. Et au sein d'une catégorie de poids, la personne avec le plus gros total remporte la compétition. Donc, l'idée est d'avoir 3 essais sur le squat, soulever la charge la plus lourde possible au moyen de ces 3 essais. Certains vont y arriver au bout du troisième, certains au bout du deuxième, certains au bout du premier. Parfois, certains vont même pas avoir un essai valide. Et du coup, on répète la même chose sur le développé couché, sur le deadlift, et on additionne le meilleur essai des 3. Et on a le total au sein de la catégorie de poids. Donc, ici, on est vraiment sur un sport qui est, en fait,
un sport de performance. Et c'est plutôt là-dessus qu'il va se distinguer notamment de la musculation. Parce que pour moi, la musculation, c'est plus une activité physique qu'un sport. Alors on peut rentrer dans un peu des sémantiques. J'avais été retrouver une petite formule qui avait été proposée dans mes cours en activité physique et sportive adaptée. Et globalement, c'était un truc du genre qui disait que le sport, ça constitue c'est un sous-ensemble de l'activité physique. Donc on a l'activité physique qui est au-dessus. Et le sport, en fait, les participants adhèrent à un ensemble commun de règles ou d'attentes vis-à-vis de cette activité et pour lesquelles un objectif est défini. Donc le powerlifting, objectif de performance, soulever la charge la plus importante possible sur le squat, le développé couché et le deadlift. La musculation, ben, ça englobe peut-être un petit peu plus, pas mal de choses. Ça peut englober des éléments de powerlifting, de bodybuilding, mais l'objectif, par exemple, n'est pas forcément de concourir. Souvent, par abus de langage, en fait, ce qu'on entend plutôt par musculation, c'est plutôt du bodybuilding, mais sans l'aspect compétitif, et donc juste avec la volonté de développer son physique. En France, c'est un petit peu différent. Je sais qu'en France, ils ont maintenant une fédération de musculation où c'est un peu entre le cross-training et oui, enfin, je ne vais pas trop parler, je connais un peu moins bien ce qui se passe là-bas. Mais du coup, on est sur des objectifs un petit peu différents. Et je pense que tu parlais aussi du crossfit, Ouais, aussi un ouais, petit peu. parce que c'est assez en vogue aussi. Ok. Et le crossfit, par contre, lui, on a aussi un objectif de performance, sauf que l'idée est de réaliser en fait la séance du jour, le WOD, le plus rapidement possible ou en marquant le score le plus important possible. Le crossfit ou cross-fitness, fitness croisé, bah, c'est un peu la réunion de différentes disciplines comme l'athlétisme, la gymnastique et l'haltérophilie. On va également retrouver de manière un peu plus récente des éléments de kettlebell sport, de strongman qui ont été ajoutés. Mais ici, l'idée n'est pas forcément de soulever la charge la plus lourde possible sur le squat, le développé couché et le deadlift, mais ça pourrait être tout simplement de réaliser un WOD qui pourrait enchaîner par exemple 1,6 km de course, sans traction, 200 pompes, 300 squats et de nouveau terminer par 1,6 km de course. Classiquement, le Murph, peut-être un des WOD les plus célèbres. Ouais. Et Plus connu. en tout cas, en CrossFit, il est nécessaire d'être polyvalent. Le CrossFit, c'est un peu le décathlon des sports de force. Et ben voilà, c'est différent un petit, c'est différent vraiment du powerlifting. Cela dit, 3 disciplines, hein, powerlifting, musculation, haltérophilie, strongman, crossfit, tout ça, ça fait partie d'un sous-ensemble de sports qui peuvent être regroupés sous l'appellation de resistance training, l'entraînement contre résistance en tout cas. Ok. Bah, c'est un beau déblayage, hein, je te remercie. Et tu parlais des critères, enfin, comme quoi il y avait des lifts qui pouvaient ne pas être validés. Moi, ça, c'est vraiment une question de curiosité, mais concrètement, qu'est-ce qui fait qu'un lift n'est pas validé en compète si c'est explicable ici ou si la liste est trop longue, mais concrètement, un squat sur les 3 lifts, squat, bench et Ok. deadlift. Je ne vais pas toutes les refaire parce que globalement, il y a pas mal de points de Ouais, règlement. Mais par exemple, sur un squat, c'est ne pas atteindre une profondeur suffisante. Ça, c'est souvent le truc qui est ok. le plus classique. Donc, ça pourrait être de se dire, ben, en fait, il faut que le creux de la hanche soit plus bas que le sommet du genou. Et donc, les Ok. arbitres, en fait, vont devoir essayer de déterminer si chaque répétition est suffisamment basse. Donc, ça, c'est par exemple sur le squat. Sur le deadlift, sur le bench, pardon, ça pourrait être, ben, par exemple, que les fesses se soulèvent du banc ou la tête se soulève du banc au moment où on réalise la phase de poussée. Et sur le deadlift, par exemple, ça pourrait être que la barre redescende au moment, tiens, je tremble, la barre redescend avant de remonter. Alors, Ok. la règle, par exemple, de redescente et de remontée, elle est valable sur tous les lifts. Mais c'est des exemples. Il y a tout un, Ouais. il y a tout un éventail de l'arbitrage. Mais ça, c'est par exemple les plus célèbres. Voilà. Si on se déplace, par exemple, avec un squat, si lors de la remontée, on perd l'équilibre et qu'on déplace ses pieds, ben, si on déplace un des pieds, ben, effectivement, ça, c'est aussi quelque chose Ah qui va ouais. faire en sorte que le lift ne soit pas validé, par Ok. exemple. Ouais, c'est chiant. Si on prend appui avec ses coudes sur ses cuisses, Mhm. ce genre de choses, quoi. Du coup, il y a pas mal de petites règles et Ok. c'est ce qui se différencie un petit peu d'un lift qui serait passé Ouais. en salle. Je trouve toujours que c'est parfois très impressionnant, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est quand même de le réaliser sur la plateforme avec des juges, Ouais. avec du coup des standards de compétition qui prouvent que le lift est en fait bien Mhm. mesuré, entre guillemets. Ok. Ouais, mais tu vois, c'est intéressant parce qu'imagine, tu as un patient qui vient faire du powerlifting, machin, et il s'est blessé, tu veux le ramener à ça. Ben, je trouve que c'est. Honnêtement, je les connais pas, moi, ces critères, c'est pour ça que je demande. C'est au final hyper intéressant à connaître, malgré tout, pour lui donner simplement les bonnes indications et des bonnes consignes. Mais du coup, on parle de powerlifting. Euh, c'est un de tes domaines de prédilection et j'aimerais qu'on discute du coup maintenant de ton mémoire de fin Ouais, d'études en kiné, si je dis pas de bêtises, c'est ça. qui
concernait, alors je l'avais écrit ici, la prévalence des blessures en powerlifting ainsi que des facteurs de risque associés. Exact. Pourquoi est-ce que je trouve ce mémoire hyper intéressant? Je ne l'ai pas lu pour justement te laisser l'opportunité de me l'expliquer aussi en même temps. C'est que le powerlifting, ça fait souvent peur. On peut lire ça même sur les réseaux. Quand on porte des charges lourdes, en deadlift, en machin, bon, il y a plein de débats. Le débat du dos rond, on pourra aussi en parler. C'est un énorme débat aussi. Mais bref, ça fait peur de soulever lourd. Nos patients ont peur de soulever lourd. Est-ce que ces peurs sont justifiées concernant la prévalence au final réelle de ces blessures? Alors, loin de moi l'envie de dire qu'une peur est injustifiée, qui serais-je pour dire cela. Mais j'aurais quand même tendance à dire que le powerlifting est un sport où le risque de blessure est relativement faible. Donc, comme tu l'as dit, la question de recherche de mon mémoire en kinésithérapie, c'était d'ailleurs intéressée à la prévalence et les facteurs de risque de blessure en powerlifting. Et parmi les données que j'ai pu, en tout cas, retrouver dans la littérature, en voici quelques-unes. J'essaierai de donner aussi les références à l'occasion, ainsi si les gens veulent aller les retrouver, ils pourront le faire. Alors, on rapporte surtout un taux de blessure qui se situe entre une blessure et 4,4 blessures par 1000 heures de pratique, selon Assa et collaborateurs qui avaient publié une revue en 2016. Donc, 1 à 4 blessures par 1000 heures de pratique, ça paraît pas énorme. Là où aussi il y a beaucoup de stress, c'est qu'on se dit c'est pas bon pour les jeunes. Alors, chez les jeunes, à savoir que le taux de blessure, en tout cas, est encore plus faible. Chez les jeunes et les enfants, la prévalence, elle serait estimée entre 0,029 et 2,9 blessures par 1000 heures de pratique. Donc on est sur quelque chose qui est quand même encore plus faible. On retrouve une prévalence variable de blessures aiguës et chroniques, mais qui est relativement similaire. Donc selon les études, on va retrouver entre 20 et 75% de blessures aiguës et entre 25 et 66% de blessures chroniques. Toujours selon Assa et collaborateurs, mais d'autres auteurs comme Lavallée et Tucker ou De Souza et collaborateurs rapportent des pourcentages qui sont autour de cela. Les régions les plus touchées, c'est souvent la région lombaire, l'épaule et le genou. Et de manière générale, c'est vraiment une observation qui colle vraiment à la pratique de terrain que moi j'ai. Donc voilà. Et alors, pour donner un petit titre de comparaison, parce que entre 1 et 4,4 blessures par 1000 heures de pratique, où est-ce que ça se situe par rapport à d'autres sports? Donc, à savoir qu'en bodybuilding, on est entre 0,12 et 1 blessure, selon Keogh et Winwood. En CrossFit, on est autour de 3,24 blessures par 1000 heures de pratique, selon De Costa et collaborateurs en 2019. En Strongman, on passe au-dessus, on est à 5,5 blessures par 1000 heures de pratique, toujours Keogh et Winwood en 2017. Okay. Et à titre de comparaison, par rapport à des sports qui sont un peu plus pratiqués, par exemple en course à pied, selon Wiedebeek et collaborateurs en 2015, chez les sportifs amateurs, on est autour de 7,7 blessures par 1000 heures de pratique. Donc on est un petit peu plus haut. Ouais. Et en football professionnel, on est autour de 8,1 blessures par 1000 heures de pratique. Donc on est, j'ai envie de dire, à peu près dans la tapée de ce qui se passe avec d'autres disciplines d'entraînement contre résistance. Et selon certains auteurs, ça pourrait être peut-être même moins risqué que de faire de la course à pied. Ok. Et tu vois, c'est un truc que je me suis demandé, c'est clairement très faible quand on entend tes chiffres, mais quid de la gravité de la blessure en tant que telle? Tu vois, okay. Si on se pose la question de se dire, ok, il n'y a peut-être qu'une blessure par 1000 heures, mais en fait, le mec qui se blesse dans ce sport-là, il se pète vraiment quelque chose de grave comparé à, tu vois, la douleur quand tu vas courir, qui peut être juste une petite douleur de genou. Ça, je ne sais pas si tu as des données là-dessus ou pas. Si, alors, les données chiffrées, elles sont vraiment très, très hétéroclites, très hétérogènes plutôt. Et globalement, majoritairement, ce qu'on va retrouver, c'est ce qu'ils appellent un peu comme des sprains. Du coup, on est plutôt sur des petites lésions musculaires et parfois des petites entorses. Ça, c'est la majorité de ce qu'on va retrouver. Donc, on n'est pas sur des blessures gravissimes. Il y a un gros problème, et c'est ce que moi j'ai soulevé et c'est d'ailleurs un point que je soulève qui est très intéressant dans la formation que pour laquelle je vais intervenir avec Pierre-Élie, c'est le fait que la définition d'une blessure dans la littérature, elle est vraiment pas homogène. Ouais. Pour certaines personnes, ils vont dire, tiens, s'il y a une douleur, un événement traumatique, enfin voilà. Pour d'autres, ça va être plutôt lié à l'aspect fonctionnel. Donc en fait, si tu dois adapter ton entraînement ou skipper une séance d'entraînement, on peut considérer que tu es blessé. Certains vont dire, on va rajouter un critère temporel. Tiens, est-ce que ça dure 7 jours ou plus? Et du coup, il y a beaucoup de choses parce que en pratique, ce que j'observe,
c'est que tous ces critères-là, ben, il y a plein de gens qui sont en dehors de ces critères-là. Et en powerlifting, les gens ont souvent des petits bobos, des petites douleurs, mais qui vont pas impacter vraiment l'entraînement. Et du coup, en fait, je trouve que tous ces gens-là sont un peu laissés en dehors de toutes ces études qui sont plutôt rétrospectives, donc avec tous les biais que ça peut comporter. Et du coup, ben, il y a quand même un peu une petite différence entre ce qui pourrait être rapporté dans la littérature et ce qui pourrait être rapporté sur le terrain. Et en pratique, on observe quand même que les athlètes ont quelques petits bobos à l'occasion, mais qui nécessitent rarement, en tout cas, de gros ajustements au niveau de l'entraînement. Ok, ouais. Donc c'est pas. En fait, la gravité des blessures n'est a priori pas plus élevée. Enfin, quand une blessure survient, elle n'est pas a priori plus élevée, enfin plus grave dans du powerlifting que dans un coureur de longue distance, quoi, au final. Non, on verra a priori plutôt les mêmes pathologies, donc plutôt des pathologies un peu surcharge, du sursollicitation, donc souvent plutôt des tendinopathies. euh, voilà, alors il y a des blessures qui sont parfois un peu plus impressionnantes, des athlètes qui se font très mal. J'ai eu le cas, moi, il y a on va dire un peu moins, ouais, il y a 2 mois et demi, faire un deadlift. Répétition, dernière séance dernière répétition de la séance, j'ai juste fait mal au dos. Et une douleur, j'ai juste que c'était qu'une douleur sidérante. Ok. J'ai eu envie de Tu parles vomir, de. j'avais envie de Ah, tourner de l'œil. Ah ouais, tu parles de ton cas ici, enfin. Ouais, Ok, je c'est pensais que ça. tu parlais d'un patient. Ok. Non, le mien. Ah Bon, ouais. douleur sidérante, j'ai cru que j'allais tourner de l'œil. J'ai cru, wow, faut que j'appelle l'ambulance. C'était juste un bête limbago, mais vraiment très douloureux sur le moment. C'était super impressionnant. Ouais. Très raide. Alors, je suis allé bosser et montrer après des exos de kiné en Ah étant. ouais. Parce Un que, petit Jefferson curl. ouais, j'avais beaucoup de patients lombalgiques cet après-midi-là, donc autant dire que Ok. j'ai dégusté. Euh, mais voilà, et en fin de compte, 2 jours après, j'ai fait ma séance de squat qui était prévue normalement. Euh, 4 jours après, je deadliftais normalement à nouveau. Et Ok. 10 jours après, vraiment, mais plus rien. Et j'étais un petit peu inquiet parce que j'avais des signes vraiment. Tu sais, j'avais des fasciculations durant la nuit, j'avais des contractions au niveau des Ah quadriceps. Je me ouais. suis dit, purée, j'avais un peu une allodynie. Je me suis dit, purée, à mon avis, là, il y a quelque chose. Il y a probablement des signes un petit peu plus, Ouais. un peu plus graves. Préoccupant. Et en fin de Ouais. compte, non, rien. Voilà. Ça s'est résorbé, quoi. Oui. Ok. Ouais, Donc, tant mieux. Ouais. même si parfois ça peut paraître impressionnant, on Mhm. reste plutôt dans quelque chose qui est plutôt, j'ai envie de dire, usuel et ce qu'on retrouverait plutôt dans la population générale. Donc Mhm. voilà, c'est pas beaucoup Ok. plus grave. Ouais, ouais, Après, je pense que toi, ce qui a fait que ça s'est résolu aussi, c'est, bon, d'une part, je pense la capacité que tu as au niveau du corps, tu as une bonne capacité tissulaire à force de quand même soulever de la charge, etc. Mais c'est aussi le fait que tu n'aies pas catastrophisé la chose non plus, de par ton métier, et le fait que tu saches que dans la plupart des cas, une douleur vive n'est pas égale à une blessure gravissime dans le corps, etc. Et je pense que ça aide, tu vois, parce qu'un patient qui à ta douleur, mais qui ne sait pas ce que tu sais, eh ben, je pense que ça peut vite allonger la durée des symptômes de quelques mois, parce qu'en fait, tu n'as qu'une envie, c'est de plus bouger en fait à ce moment-là. Je suis 100% d'accord parce que voilà, je coach, alors j'essaie aussi de donner un maximum de conseils Mhm. evidence-based à mes clients, dirais-je. Ouais. Mais parfois, il se trouve qu'ils aient envie d'aller, vu qu'ils sont peut-être à plusieurs centaines de kilomètres d'ici, ils vont voir leur thérapeute préféré, qui est Mhm. parfois quelqu'un qui n'a pas une vision très moderne de la kinésithérapie. J'ai eu un athlète qui a subi la même chose que moi. Mhm. Et il a fallu, alors, c'est difficile de comparer un épisode lombalgique à un autre, mais en tout cas, il y avait beaucoup plus de croyances erronées, on va dire de catastrophisation aussi, d'inquiétude vis-à-vis de son bas du dos. Et en fait, dans ce cas-là, et l'auto-efficacité était pas très bonne. Et globalement, ça a duré, ça, entre guillemets, les répercussions de ce limbago-là ont été beaucoup plus importantes que chez moi, où moi, au bout de 10 jours, lui, on a 2 mois, près de 2 mois et demi pour essayer de s'en remettre, quoi. Waouh, punaise. Et Donc, c'est Adam Meekins qui avait Adam Meekins qui est un créateur de contenu hmm. pour ceux ou celles qui connaissent pas. Il y a 2 ans, je pense il s'était filmé en train de faire du deadlift et ça m'avait marqué parce que il se filme et en un coup, on voit qu'il s'effondre de douleur. Et lui, par contre, ça a bien duré 2 semaines, mais parce qu'il documentait le truc, mais Ouais. il dormait pas, il dormait dans sa baignoire la nuit parce que c'était la seule position enfin, c'était un truc. Mais au final, en 2 semaines, c'était passé alors que
le problème initial, enfin la douleur initiale, elle semblait énorme. Enfin, C'est un peu moi vraiment le truc que j'ai eu. Hein. J'ai pas dormi Ouais. la première nuit où ça m'est arrivé. Être dans la voiture était très 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 douloureux et comme je disais, j'avais vraiment les quadriceps. Alors j'avais des troubles entre guillemets sensitifs qui ont été passagers, des troubles vraiment j'avais des paresthésies au niveau des quadriceps et des ischios. C'était vraiment porter un pantalon, c'était Ouah, très très d'accord, mais- inconfortable. ouah, mais- Et globalement, ça, ces symptômes-là, 2 jours après, étaient partis. bah, Je franchement, ne moi je savais même pense que pas que c'était j'aurais. possible. Moi, je Bah m'attendais, oui. je dis, bon, voilà, il y a probablement une compression nerveuse quelque part. En tout cas, il y a un phénomène inflammatoire qui vient, en tout cas, Mhm. sensibiliser la zone. Et en fait, ben voilà, peut-être que on sait que le catastrophisme et tout ça peut avoir des répercussions aussi sur ces réponses un peu immunitaires et de guérison. Mais ça a été un bon rappel, en vérité. Ça a été un très très bon rappel de cette Ouais. expérience et de se dire, bah, c'est pour ça que j'en parle, parce que je pense que c'est pertinent et que ça peut rassurer les gens aussi de se rendre compte. Bah, en fait, Mhm. on peut avoir une douleur qui est très intense, qui est très vive. J'ai hésité à appeler l'ambulance, c'est pour Ouais. dire. Et bah, en fin de compte, après, ça s'estompe, quoi. C'est pas Ouais. forcément indicateur de quelque chose de plus grave. Bah franchement, moi je pense qu'à ta place, j'aurais été consulté. Je pense que avec des paresthésies et tout, j'aurais vraiment eu peur. Mais après, pour ceux ou celles qui nous écoutent, évidemment, si vous avez des patients qui viennent avec des grosses pertes motrices, etc., parce que je prends toujours des gants quand on banalise certaines choses, parce que derrière, j'ai pas envie que le message ce soit oh, mais les signes neuro comme ça, attendez, ça va passer. Il faut bien rester conscient, évidemment, que ici c'est un cas isolé. Mais que dans d'autres cas, ça peut vraiment avoir besoin d'une intervention et qu'il ne faut pas Tout non à plus fait. Alors, être laxiste avec ça, quoi. j'avais personne pour prendre mes réflexes, j'ai eu personne, mais j'avais pas de sensiblement de perte motrice. Ouais. Donc, j'avais juste une atteinte qui était plutôt sensitive, douloureuse. Et ben voilà, pas d'autres troubles sphinctériens ou ce genre de choses. J'étais, bah voilà, probablement que c'est pas non plus la fin du monde. Je pense que Ouais. demain j'y verrai un peu plus clair. Le lendemain, je me suis réveillé et c'était très raide. Et avec des mouvements un petit peu répétés, le fait de gagner progressivement en amplitude, pas que les mouvements répétés soient vraiment quelque chose, ou de préférence directionnelle soit vraiment quelque chose Ouais. de magique, mais en tout cas, ça m'a permis de désenraidir la zone et au fur et à mesure de la journée, bah, ça allait mieux, quoi. Le chaud Mhm. soulageait un petit peu aussi, donc Mhm. Ok. j'avais pas de raison d'aller, je veux dire, compte tenu, je sais que l'évolution naturelle va faire son boulot, ce genre de choses, bah, Mhm. j'étais plutôt rassuré de mon cas, en fait. Hein. Ouais. Donc, mais effectivement, il y aurait eu, j'aurais eu l'atteinte sensitive que j'avais avec une perte motrice. Voilà, Ouais. effectivement, On deadlift plus pendant quelques temps, on va aux urgences. ouais, exact. Bah voilà. Mais Ouais. ici, non, il n'y avait pas de souci. C'était juste très inconfortable de rester assis pendant 2 jours et après, plus rien. Ok. Ok. Et j'aimerais bien avoir ton avis. Je l'avais énoncé un petit peu vite fait juste avant sur ce fameux débat du dos rond. Alors, je ne sais pas si déjà tu as un avis là-dessus, que tu as envie de le donner. Tu es en droit de me dire, écoute, flemme d'en parler parce qu'on en a déjà parlé beaucoup dans d'autres podcasts ou autres, mais juste avoir ton avis, toi, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, dos rond, pas dos rond. Je sais que ça peut être un sujet à part entière de podcast, Ouais. mais ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis vu que tu es quand même dans tout ce qui est powerlifting, etc. Et que s'il y en a bien un qui fait du deadlift, c'est toi. Et donc voilà. Ok. Alors, je pense que je vais avoir une approche un peu plus contraire à ce qu'on peut entendre beaucoup au niveau du mouvement d'optimisme. Et je pense, du coup, ça se résumerait par le dos rond, on peut, mais est-ce qu'on devrait? Alors, je vais retracer un peu tout mon raisonnement. Ouais. Parce que je pense que cette question-là, à la base, comme beaucoup de kinés, bah, je pense que ma réponse serait, bah, maintenant que avec tout ce qu'on a, oui, je dirais que oui, tu Mhm. vois. Ouais. Mais j'ai quand même quelques petites choses qui me feraient douter. Donc, la première chose, ce serait de se dire pourquoi est-ce qu'on peut ou on ne peut pas. J'aurais tendance à dévier un peu, reformuler une question. L'idée, c'est plutôt de savoir si la technique, elle influence vraiment le risque de blessure. Ce serait Ouais. plutôt ça? Ouais. Ok. Ah oui, oui, ça, on peut même partir là-dessus, effectivement. Donc, si la question est la technique influence-t-elle directement le risque de blessure en powerlifting, j'aurais tendance à dire que non. Mais c'est important. C'est la technique influence-t-elle directement le risque de blessure?
En powerlifting, en tout cas. Parce que je ne vais pas parler d'autres sports, je ne suis pas à même de pouvoir parler. Je pense qu'en saut à ski, haute vitesse, très haute vitesse et de très grosse force, je serais prêt à parier que la technique d'atterrissage va va avoir une influence directe sur le risque de blessure. Mais en powerlifting, je dirais plutôt qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas vraiment de données probantes de qualité sur la relation entre technique et risque de blessure, que ce soit peu importe le sport de force. Au mieux, ce que l'on a, ce sont des avis de coachs et d'experts, et parfois des interprétations de pratiquants. Donc, selon les études, entre 6 et 22% des athlètes mentionnent une mauvaise technique comme étant une cause probable de leur blessure. On a aussi Reichel et collaborateurs qui rapportent que les athlètes mentionnent une mauvaise réalisation technique comme une des causes de leur blessure. Et plusieurs revues de la littérature ont également identifié une mauvaise technique comme pouvant contribuer, augmenter le risque de blessure tant aigu que chronique. Mais encore une fois, là-dessus, on est plutôt sur des avis que réellement des études qui sont menées, des études interventionnelles. Donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe un peu dans l'imaginaire collectif. Mais on va en revenir à pourquoi est-ce qu'on se blesse. Un peu comme dans tous les sports sans contact, parce que les sports de contact, c'est différent, bien qu'on en revient quand même à la même chose. C'est qu'on peut résumer le fait de se blesser par on se blesse car on en fait trop vite, après on en refait trop peu, pendant trop longtemps, et dépendant des cas, c'est car on en fait trop vite. Pour les personnes qui n'ont pas fait de sport pendant 20 ans, quadragénaire qui a envie de se remettre un petit peu, au sport, et puis il se blesse car il en fait trop vite, après on en fait trop peu, pendant trop longtemps, quoi. Du coup, je trouve que cette phrase-là, en fonction d'où on l'arrête, pour les sportifs, c'est souvent car on en fait trop, ou trop vite, et voilà. Là-dessus, tu serais assez d'accord, je pense qu'on est... Carrément. Voilà, mais cette phrase, elle souligne surtout l'importance du trop. Et donc, si on revient un petit peu en arrière, c'est déjà des trucs dont on parlait dans les années 90. Donc, Dye, il avait proposé un modèle qu'on appelle l'envelope of function. Et en 2002, tu as Muller et Malouf qui vont proposer un ajout à ce modèle-là. Et en gros, l'idée est ici de proposer que l'organisme, dépendant du stress, de la charge qui va être placée sur celui-ci, va avoir différentes réponses. Si le stress est insuffisant, une structure, elle s'atrophie. Si le stress est dans une certaine zone de normalité, la structure, elle se maintient. Si le stress dépasse cette zone de maintien, la structure, elle s'adapte et elle va s'hypertrophier. Mais si le stress est trop important, on atteint une zone d'échec structurel. Et là, c'est la blessure ou la lésion. En fait, c'est un peu la même chose que ce qui se passe avec un bâtiment ou une structure, n'importe quelle structure ou organisme un petit peu soumis aux lois de la physique à l'heure actuelle. Et du coup, pour résumer, pour qu'une blessure se produise, il est avant tout nécessaire que la capacité de tolérance du tissu, elle soit dépassée. Donc, si on est là-dessus, historiquement, c'est déjà des choses dont on parle depuis déjà près de 30 ans. On se blesse avant tout pour une question de charge, au sens large, et car on dépasse la capacité de tolérance du tissu. Mais la technique dans tout ça. Ouais, c'est ça. C'est un gros débat. Exact. Alors, ça a toujours été une réflexion personnelle et il y a une étude qui a été réalisée par Wasmuth et collaborateurs en 2022 dans laquelle ils ont proposé, eux, de voir la technique comme un moyen de redistribuer le stress aux structures mises en jeu. Et que cette technique, elle va influencer le dosage de ce stress, mais qu'elle n'est pas à l'origine, elle n'est pas le véhicule pour le développement des blessures. Donc la technique, elle est plutôt vue comme une variable modératrice. Donc, dépendant du contexte, la technique, elle peut influencer positivement le risque de blessure ou négativement. Ou dans un autre contexte, ne pas avoir d'influence sur celui-ci. Ok, ouais. Donc, de toute façon, on en revient aussi au fait que la blessure est toujours multifactorielle et que incriminer une chose, ça reste compliqué aussi, quoi. Mais, exact. Et du coup, on pourrait se dire, là, la technique, tu vois, donc dépendant du contexte, ça aurait de l'importance. Et du coup, la variable modératrice, c'est ça. C'est vraiment de se dire, elle n'a pas forcément une influence directe, mais elle va influencer forcément la réponse, dépendant, du coup, imaginons, si tu veux, tu vas avoir une relation entre charge et blessure. Tu vas avoir, si tu veux, la technique qui va être ici, qui va médier, si tu veux, la relation entre les deux. Donc, qui pourrait augmenter, diminuer le risque, ne pas avoir d'influence. Et voilà. Et ça, c'est, du coup, une manière de se dire, en fonction du contexte, ça va compter.
Et du coup, toujours un peu dans cette optique-là, je creuse et je me pose certaines questions un petit peu vis-à-vis du contexte et de ce dont on parle de blessure. Alors, je suis un petit peu incertain, se dire est-ce que la technique, enfin le dos rond on peut, est-ce qu'on devrait, et sceptique pour diverses raisons. La plupart des preuves qu'on a à l'heure actuelle sur le risque de blessure et de technique, ce sont surtout des preuves qui sont indirectes. On n'a aucune étude qui, à ma connaissance, a étudié l'impact direct d'une mauvaise technique sur le risque de blessure en powerlifting. On n'a pas d'études interventionnelles, on a surtout des études rétrospectives avec des interprétations des participants, des coachs, voire de certains chercheurs dans certains cas. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, si on sort un petit peu de là et qu'on va voir un peu toute la littérature qui est notamment sur le dos rond, on se rend compte qu'effectivement, il y a différentes façons de soulever une charge, que ces façons, elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, mais qu'en fin de compte, c'est relativement équivalent, ou en tout cas que ça ne fait pas une différence majeure au niveau de ce qui pourrait être subi au niveau du disque. Ouais. Mais gros problème, la plupart de ces études, elles ne dépassent pas 25 kg de charge. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'on peut extrapoler, généraliser ça à un deadlift de 250, 300, 350 kg? Moi, je pense que non. J'en sais rien, j'ai pas la réponse. Et du coup, je pense que par précaution, on ne devrait pas en tout cas le généraliser. Ouais. Alors, on a aussi plein d'études qui disent que le corps s'adapte. Ça me plaît beaucoup. Et c'est ce qu'on a vu avec les propositions de Dye avec l'envelope of function et le modèle de Müller et Malouf. Mais il y a quand même un petit éléphant dans la pièce, moi je dirais. Et je trouve que la plupart des gens n'adressent pas cela. Je pense qu'on a beaucoup de difficultés à connaître nos capacités d'adaptation exactes a priori. Ouais. Dans le sens où on sait qu'on aura dépassé nos capacités d'adaptation si on les dépasse, qu'on se fait mal, qu'on se blesse ou qu'on n'est pas capable de soulever la charge. Ouais. Donc, il est probable que pour savoir si on est adapté ou pas, on doit être face à une situation pour laquelle on n'est pas adapté. Okay. Ouais. Et ça pourrait augmenter en partie le risque de blessure. Ensuite, il y a plusieurs autres choses. C'est que le risque de blessure, il est probabiliste par nature. On ne peut pas vraiment le prédire, car la survenue d'une blessure, et tu en parlais notamment juste avant, elle est multifactorielle. Et c'est plein de facteurs qui interagissent continuellement les uns avec les autres. Certains de ces facteurs sont identifiables et modifiables, la charge d'entraînement, par exemple. Ouais. Mais d'autres, ils ne sont pas connus. Ouais. Par exemple, on sait que certains individus sont plus à risque de voir survenir une hernie discale ou une protrusion à cause de facteurs génétiques. C'est pas avant ça. Ouais. Et même là, on pourrait aller plus loin en disant, même quand il y a une hernie qui survient, c'est pas d'office lié à une douleur non plus, tu vois. Voilà, donc, exact. Il y a encore ce melting pot. Ouais. Et en fait, ça, c'est différent. C'est les limitations des preuves qu'on a. Et du coup, je pense que c'est un peu les raisons qui me poussent à revoir un peu ma position épistémologique et surtout de la différencier légèrement de mes confrères. Alors, on en revient du coup à un autre truc, c'est qu'on sait qu'en coaching, en kiné, en médecine, le premier principe, ce serait d'abord ne pas nuire. Ouais. Je pense qu'il faut faire preuve d'une certaine réserve, éviter d'exposer les gens à des événements potentiellement incitant à une blessure, ou si on le fait, de le faire de manière très 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 graduelle. Mais du coup, comme je te le disais, il y a des facteurs cachés, il y a des limitations au niveau de la littérature, on ne sait pas si on peut généraliser. Et du coup, même si on peut faire du dos rond et qu'on a des preuves qui nous montrent que c'est quand même une bonne façon de soulever, est-ce qu'on devrait dans tous les contextes le faire? Je pense pas. Ouais, ça dépend en fait. J'en avais d'ailleurs discuté avec Pierre Elie, qui était venu sur le podcast il y a 6 mois. Et au final, comme tu le soulignes, ça dépend aussi du besoin et des attentes du patient. Est-ce que le patient il a besoin d'aller chercher à soulever 100 kg en dos rond? Je ne connais pas beaucoup de patients. Bon, après, tu vas me dire ça dépend de la population que tu traites, mais moi, je traite la plupart du temps des sportifs, mais quand même des sportifs amateurs. Ce n'est pas des sportifs élites. Il n'y en a aucun quasi qui... Enfin, je n'ai jamais fait un dos rond à 100 kg avec un de mes patients, pour être honnête. Parce que la progression pour arriver jusque-là, déjà, en tenant compte du fait qu'effectivement le corps s'adapte, déjà il faudrait des mois,
je pense, ou enfin ça dépend de chacun, mais et le passé aussi sportif, mais donc oui, tout ça pour dire, je suis d'accord avec ce Et concept. aussi un truc, c'est que ça, on va rentrer un peu plus dans les limitations aussi de certaines études. Certaines des études qui montrent qu'il y a des adaptations, notamment dans le cas de soulever des charges. Notamment, il y en a une qu'on cite beaucoup. Je ne me rappelle plus de l'auteur. Mais en tout cas, ce qu'ils avaient observé, c'est qu'on avait observé une hypertrophie des ligaments croisés et du cartilage au niveau du genou chez les haltérophiles. Ok. L'étude, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une population d'haltérophiles pubères. Donc c'était lorsqu'ils s'étaient entraînés durant la puberté. Lorsqu'ils avaient pris une population plus âgée, ils n'avaient pas observé les mêmes adaptations. Ok, donc c'est très spécifique, quoi. C'est une Donc, population. le corps s'adapte dans des contextes particuliers et quand les gens prennent, quand beaucoup de, j'ai envie de dire, de movement optimistes, Mhm. et je suis pour ce mouvement, je tiens à le rappeler, prennent certaines de ces études, ils vont pas jusqu'au bout dans l'interprétation des données qu'on a et des limitations qu'elles nous donnent, en tout cas. Et du coup, je pense qu'il faut juste être prudent, en tout cas, avec ça. Se dire, le Ouais. corps s'adapte, oui, mais c'est compliqué de savoir a priori quelles sont les capacités exactes d'adaptation du corps. Mhm. Ouais. Ok. Et du coup, j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux toujours être un peu conservateur vis-à-vis de ça. Et du Mhm. coup, on peut faire du dos rond, mais encore une fois, avec cette option, d'aller graduellement faire ça. Mais aussi, la question est de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on devrait faire du dos rond? Mhm. Ouais, c'est ça. Ou est-ce que alors on ferait du dos rond en se disant, c'est ce qu'on disait avec Pirelli, peut-être partir du principe que oui, c'est dans la vie quotidienne, on est amené à soulever peut-être une vingtaine de kilos. C'est probablement pour ça que ça a été étudié comme ça aussi, et parce Mhm. que les participants n'étaient pas capables de soulever plus. Mais une vingtaine de kilos, je pense que c'est totalement réaliste et transférable à la vie quotidienne. Mais moi, la dernière fois que j'ai dû soulever hors contexte musculation plus que 20 kilos dans ma vie quotidienne, après, ça dépend du métier aussi. Il y a aussi ça. Mhm. Mais c'est clair que je pense que déjà, si le patient arrive à soulever en dos rond 20-25 kilos, on peut se dire qu'il est déjà quand même préparé à pas mal de choses, si tant qu'il ne fait pas non plus. Enfin, s'il est Attends, tu parles de manutentionnaire et soulever un il a 40 poids 000 qui fait charges. un haltère de 20 kilos ou tu parles de soulever un sac de ciment de 20 kilos? Ouais, c'est ça. Ça, c'est encore différent. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, Dans ma j'ai fait un conception, peu de ouais, je parlais strongman. d'une haltère. Ouais, Exact. ok. Mais entre soulever un haltère de 20 kilos dos rond et soulever, aller chercher et ramasser un sac de ciment au sol, Ouais, l'haltère c'est est une plus bonne facile, remarque. hein. Ouais, c'est une bonne remarque. Du coup, en strongman, je suppose que tu avais aussi ces épreuves où tu avais les grosses boules, là, Ouais, je sais pas tout à comment ça fait. s'appelle, les boules. L'Atlas, les Atlas Ah, Stone. les atlas. Mais ça a l'air impossible à prendre. Enfin, quand je vois, j'en ai jamais vu en vrai, mais quand je vois comment vous essayez de prendre ça, mais je me dis, mais ça doit être tellement dur. Elles font combien de kilos ces Ça boules généralement? dépend, hein, on peut en Ouais. retrouver qui font 40 kilos et je crois que le record du monde, t'as 280 kilos. Waouh, punaise. Et tu dirais que je me doute que c'est difficilement quantifiable, mais toi qui fais du coup du deadlift et ça, à quel point, par exemple, soulever 40 kilos avec l'Atlas, à quel point est-ce que c'est deux fois plus dur qu'un deadlift à 40 kilos? Est-ce que c'est 10 fois plus dur? Pour avoir une idée, je sais que c'est une question très abstraite, mais je trouve ça Ouais, intéressant. alors, la dernière fois que j'ai soulevé une Atlas, Ouais. c'était en 2020, parce que j'ai plus Mhm. fait de compétition de strongman depuis. Mhm. Euh, Soulever une Atlas à 140 kilos, j'avais un deadlift autour de 240. Donc, on était sur quelque chose qui 60% de mon deadlift sans souci avec ça. Le fait est qu'en fait, l'Atlas, elle glisse. Alors, ils ont Ouais. du taki. Donc, on met du taki. C'est une espèce de colle. C'est comme de la wax, mais super puissante. Donc, ça colle excessivement. Mais ça demande énormément, ça met énormément de tension sur les biceps. Parce qu'en fait, Ouais. et les pectoraux, en fait. Parce Ah, tu que c'est squeezes. même, il faut pouvoir la squeeze, si tu veux Ah ouais. vraiment. Tu dois imaginer que tu fais un pec fly, un biceps curl isométrique et que tu fais un deadlift de rond au même moment. Wow. Oh, punaise. Et puis une Ouais. fois que tu l'as mise sur les genoux, après tu dois venir la serrer. Donc là c'est beaucoup de dos, beaucoup de Ouais. biceps et puis beaucoup d'extension de hanche pour la ramener, la amener en hauteur. Moi, ma hantise quand je vois ça, c'est même pas le dos, c'est je me dis, mais il y a pas un monde où la boule tombe juste sur tes pieds. Est-ce Si, que c'est pour ça que le strongman, il y a un taux de blessure qui est un peu plus important, donc ça c'est une première chose. Mais effectivement, beaucoup d'accidents qu'on va voir en resistance training, et ça c'est vrai, notamment chez les jeunes, c'est lié à des accidents en fait. Ouais, Donc la première chose c'est d'avoir du bon matériel, c'est de bien s'entourer, de pas forcément faire ça tout seul. Il y a un rapport, il y a
Il y a un rapport de cas dans la littérature où un gars est mort étouffé chez lui tout seul parce qu'il faisait du développé couché, la barre lui est venue dans la gorge. Donc voilà, c'est des choses qui Ouais. arrivent. Donc oui, les accidents arrivent, il faut faire attention, et d'où l'importance aussi d'être graduel vis-à-vis de l'exposition. Donc Ouais. ici, par exemple, je devrais faire de la stone, mon deadlift est sensiblement plus élevé qu'à l'époque. Bah, je sais que même si je peux soulever probablement plus que 140 kilos, sans forcément risquer de me blesser, il y a tout cet aspect technique qui devra être développé, réappréhender un petit peu, si tu veux, Mhm. la technique et l'outil que pour être certain de ne pas faire face à un accident. Parce que l'accident, même si je suis adapté, bah, une pierre de 160 kilos qui me tombe sur le pied, je Ouais. peux être adapté comme je veux, le béton aura le fin mot de l'histoire. Ouais, ça c'est clair. Et, et du coup, pour revenir juste 2 secondes sur ce débat d'Oron, toi, dans ta pratique, plutôt même en kiné, avec tes patients, est-ce que c'est quelque chose que tu implémentes Oui. et comment est-ce que tu réfléchis au niveau de ton raisonnement clinique, entre guillemets, ou de ta trame réflexive? Comment est-ce que tu l'implémentes et comment est-ce que tu sais jusqu'où tu veux aller? Mhm. Voilà. Ok. Euh, alors, du coup, j'exprimais un peu ces doutes Ouais, vis-à-vis de la littérature qu'on avait sur le ouais, c'est vrai, Doron. je t'ai coupé. Ouais. En pratique, ça change rien. Je change pas ma pratique vis-à-vis de ça. C'est plutôt une position philosophique dans laquelle je vais me placer vis-à-vis de la littérature qu'on a et dire elle est vraiment pas parfaite. Il faut en Mhm. tenir compte, mais il faut aussi éduquer les professionnels et les patients vis-à-vis de ça. Ouais. C'est juste là. En pratique, moi, je fais du dos rond. Mais j'en reviens et je fais le lien avec la technique. Pour moi, il y a Mhm. différentes choses. En général, je vais pas avoir tendance à trop corriger la technique quand l'objectif des gens, c'est juste de la santé, un peu de rééducation, faire bouger, faire du mouvement. M'en fous Mhm. un peu de la technique dans ce cas-là, puisque l'objectif, c'est pas de maximiser la performance. Si je dois maximiser la performance avec un sportif ou ce genre de choses, là, je vais avoir vraiment l'objectif d'aller appliquer certains principes biomécaniques pour réduire les contraintes, maximiser un peu l'utilisation des points forts et ce genre de choses. Mais du Mhm. coup, je vais surtout, je vais surtout en fait m'adapter un petit peu au contexte du patient. Après, j'ai la plupart des patients lombalgiques avec qui je travaille, ils font un moment du dos rond. Parce Ouais. qu'en fait, je veux juste leur montrer, plutôt sur l'aspect psychologique, qu'ils peuvent avoir confiance dans leur corps, c'est leur remontrer qu'ils peuvent bouger sans avoir peur. C'est plutôt aller un peu à l'encontre de leurs croyances, non pas comment parlait Olivia, non pas forcément en allant leur dire vous pouvez aller faire vos lacets en arrondissant le bas du dos, mais c'est plutôt Ouais. de les inciter à le faire par eux-mêmes et de se rendre compte qu'en fait ça n'augmente pas leur douleur, ou en tout cas s'ils le font suffisamment, ils sentent Mhm. que leur bas du dos a travaillé sur le plan musculaire. Ah tiens, ça me fait penser à ma douleur un petit peu. Voilà, Mhm. vous voyez, ici, c'est un muscle aussi. Votre bas du dos, il est composé de muscles. Et donc, voilà, Mhm. c'est plutôt les inciter à découvrir plutôt de stratégies de mouvement qui sont différentes. Parce qu'on sait que les gens vont être très raides, très rigides. Ouais. Mais de la même manière que je vais travailler avec la flexion lombaire, je vais travailler avec des rotations, avec des Ouais. inclinaisons, des flexions, des mouvements composés de extension, rotation. Enfin Mhm. voilà, et progressivement essayer de remettre de la vitesse. Et du coup, en fait, on parle beaucoup de flexion, extension, mais on peut parler des rotations, des inclinaisons et de tout ça aussi. Et donc c'est Ouais. juste, ça fait partie d'un peu le package. Et l'idée est de faire en sorte que les gens puissent penser. Et voilà, ici par exemple, moi j'aime beaucoup travailler avec des sandbags aussi, enfin, ou des sacs de boxe ici, là où je Mhm. travaille. J'ai pas beaucoup de poids, mais j'ai un sac de boxe. Et globalement, je leur fais prendre le sac de boxe, le mettre à l'épaule, faire quelques squats, essayer de faire un peu comme en lutte, essayer de faire des petites des fermetures de tronc en essayant d'amener frapper entre guillemets le sol avec le sac. Ouais. Donc c'est ce genre de choses où on va mettre de la résistance. Et voilà, j'ai pas besoin qu'ils puissent faire un dos rond à 100, 150, 200 kilos. Et Mhm. voilà, mais c'est juste en fait Ok. qu'ils puissent retrouver, si tu veux, un peu possibilité de bouger sans devoir réfléchir et sans s'inquiéter de ce qu'ils font, quoi. Ok. Ouais, donc on en revient un peu à ce qu'on disait. C'est selon le contexte aussi toujours, et ça, je pense que ce sera toujours le point global de chaque réflexion au final. Hein. C'est chaque patient, tu vois, tu regardes un petit peu ses besoins, et s'il y en a un qui te dit ah, vraiment moi mon objectif dans la vie c'est soulever dos rond à 200 kilos, bon, peut-être que tu vas te dire à ce moment-là on va peut-être investiguer plus le truc, Ouais, c'est mais ça. ok, Mais il y a un petit truc quand même, et ça ouais. je tiens à le dire, c'est que je pense que plus la charge sera importante, plus la technique va avoir d'importance. Mhm. Ouais. Quelqu'un qui squatte 100 kilos, je pense que les adaptations, même si elles ne sont pas encore là, le risque de vraiment se faire mal, à moins qu'il maîtrise rien, est beaucoup plus Mhm. faible que si quelqu'un squatte 400 kilos. Ouais. Plus, en fait, et là-dessus, j'explique un peu ça, c'est de se dire que si on veut, quelqu'un doit squatter 400 kilos,
Enfin, si quelqu'un est capable de squatter 400 kg, il aura travaillé sa technique. Il aura une technique très répétable. Il aura vraiment une marge d'erreur. En fait, il aura une technique qui sera vraiment très, très, très bien. Et il aura probablement adapté plus certaines structures, des points forts et ce genre de choses. Et le problème, c'est que s'il dévie de cette technique, d'une petite marge, il devrait pouvoir s'en sortir. S'il dévie par une grosse marge, il est probable qu'il déplace la charge sur des structures qui n'ont pas eu la possibilité de s'adapter autant que ces points forts. Voilà, plutôt parler de points faibles. Et je pense que là, le risque de se faire mal est plus important. Mais ce n'est pas non pas lié à la charge, c'est lié à une sous-préparation des tissus. Et là, certains vont dire, oui, mais s'il a un bon préparateur physique, un bon coach, il va entraîner tout ça aussi. Mais sauf que c'est pas tout à fait vrai. Quand on entraîne quelqu'un, on a des contraintes, le temps, l'énergie, les ressources qui sont allouées, et on peut pas toujours tout travailler. Donc voilà, je pense que il faut être un petit peu dans une optique aussi un peu réaliste. Certains vivent un peu dans, j'ai pas envie de dire dans le monde un peu des bisounours, mais une fois qu'on arrive avec des niveaux de performance très 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 élevés, juste c'est totalement une autre planète et il faut pouvoir le considérer. Et non, on ne peut pas faire n'importe quoi avec 400 kilos sur le dos. Ouais, c'est ça. Mais c'est très juste ce que tu dis. On est fort dans dans une idée pour le moment de se dire, ok, dans le but de jamais te blesser, tu vas entraîner tous les mouvements possibles de chaque articulation dans toutes les angulations possibles. Mais en fait, sur le principe, oui. Mais comme tu le dis très justement, en commençant chaque séance, tu as une ressource finie. Donc, à chaque... Et d'ailleurs, même la littérature le montre que même dans le cadre de l'hypertrophie, c'est les premières séries qui sont les plus importantes parce que c'est là où tu arrives à mettre le plus d'intensité. Et c'est pour ça que la relation, par exemple, entre le volume d'entraînement et les gains ne sont pas linéaires. Il y a un moment bien que je ne sais pas si tu as vu la dernière méta-régression de Pellin des collaborateurs, en fait, il semblerait que ce qu'on pensait précédemment sur un peu la relation avec... Alors, les premières séries restent les plus stimulantes, ça c'est vrai. Mais du coup, on observe quand même quand on fait des plus hauts volumes, quand même des gains qui seraient pas loin d'une relation linéaire. Ok, tu vois, j'apprends quelque chose. Mais après, ils le disent. Globalement, plus on aura de données, plus le modèle pourra évoluer. Et peut-être qu'on va être qu'une relation en U. Mais par exemple, on sait qu'on peut progresser avec un volume hebdomadaire qui soit quand même... En fait, plus tu vas faire de volume sur ta semaine, jusqu'à 36 à 40 séries par semaine sur un groupe musculaire, plus tu vas progresser. Ok. Et donc, mais après, mais il n'y a pas un moment où il y a quand même un plateau qui se crée? Alors, pas pour l'hypertrophie et le volume. Mais, comme il le disait, c'est selon leur set de données. En tout cas, à l'heure actuelle, il semblerait que, notamment en termes d'hypertrophie, les plateaux qu'on pensait connaître par le passé, lorsqu'on agrège en fait toutes les données, en fait, ils seront bien plus importants que ce qu'on pensait et qu'on ne l'ait pas encore trouvé. Mais cela dit, il faut savoir que cette étude-là, quand on arrive sur ces plus hauts volumes, on a un intervalle de confiance qui est énorme et du coup, une certitude qui est en chute libre. Donc, mais c'est hyper intéressant. Comme quoi, tu vois, j'ai beau me renseigner pas mal sur cette littérature-là, les choses changent tellement de mois en mois, ou même c'est peut-être sorti il y a 6 mois, 1 an, mais donc c'est hyper intéressant de voir ça. Ok, écoute, à la limite, tu m'enverras le papier, comme ça je pourrais le mettre. J'avais fait un petit breakdown dans une publi aussi, si ça t'intéresse, où du coup je pourrais te l'envoyer juste après. Et juste ainsi, je termine et pour moi la boucle sera bouclée vis-à-vis en tout cas de l'aspect technique. Si ça intéresse les gens et je plante une petite graine, parce que c'est un topic que j'adore mais qui est immensément large, c'est qu'à l'heure actuelle, si on veut parler de technique, de mouvement, il faut des théories qui soient adaptées. On parle de plus en plus des théories de la complexité, théorie du chaos, je ne sais pas si ça te parle, mais notamment dans la théorie de l'organisation du mouvement, il y a ce qu'on appelle la théorie des systèmes dynamiques. On parle d'auto-organisation, du mouvement, d'émergence. Et ça nous permet de mieux comprendre pourquoi on bouge d'une certaine manière, mais également comment on peut modifier certains paramètres pour amener une modification du mouvement ou du geste sportif. Et donc, globalement, ça dit qu'on va avoir un diagramme de veine avec au centre. Le centre, c'est un mouvement qui émerge et qui est la résultante de 3 contraintes. Les contraintes d'environnement, la température, la surface, le matériel, les contraintes de l'organisme, les données anthropométriques, la motivation, l'état mental, la circonférence du biceps, voilà, et puis les contraintes de tâches. Et donc, par exemple, le cueing qui a été donné, la consigne qui a été donnée, le matériel qui peut également être utilisé.
Et au centre de tout ça, va résulter le mouvement. Et donc, en fait, on sait que si on veut modifier une technique ou comprendre pourquoi un mouvement est tel qu'il est, en fait, on peut réaliser une analyse, si tu veux, de ces différentes contraintes. Ok, hyper intéressant. Mais en plus, c'est très bien expliqué parce que j'avais vu passer. Mais c'est toujours. Parfois, je trouve que dans la littérature, c'est expliqué, mais on pige pas toujours qu'est-ce qu'on en tire en pratique, etc. Exact. Donc, c'est hyper intéressant que tu nous l'amènes là. Et si jamais, je leur dis, si tu as des articles à partager ou quoi, moi, je mets toujours des articles même en fin dans la description du podcast pour que les gens puissent même aller voir si ça Alors leur intéresse. ici, plutôt que de partager un seul article, je vous invite à aller découvrir les travaux de Glazier. Ok. Notamment en 2017, il a proposé ce qu'on appelle la Grand Unified Theory, qui réconcilie, si tu veux, la biomécanique avec la biomécanique, la psychologie du sport, enfin tout ce qu'on voit qui est vraiment dans l'optimisation de la performance, avec justement cette théorie de la complexité appliquée au mouvement. Et donc il propose, lui, si tu veux, un schéma où en fait on a ce mouvement qui est émergent avec ses contraintes, et puis plus on va aller vers la droite, plus on va avoir, si tu veux, en fait, du coup, plus le niveau de performance va être important, plus on va devoir prêter attention aux croyances, plus on va devoir prêter attention à la psychologie et à la biomécanique pour optimiser, du coup, cette performance. Et je trouve que ça, c'est encore une fois simplifié. Il y a des gens qui proposent d'aller encore plus loin avec des théories plus écologiques, et là-dessus, je suis encore un petit peu moins rentré dedans, parce qu'à ce moment-là, on mêle vraiment, en fait, plutôt tout ce qui va être théorie du comportement aussi. Et voilà, c'est un rabbit hole. Plus on creuse, plus on continue de creuser. Et plus en fait, tu creuses et puis tu te rends compte que tu as encore 3 autres trous à creuser qui, eux, ont encore 3 autres trous et ça finit jamais. Exact. C'est un terrier, quoi. En fait, on fait des galeries, comme une fourmilière, en fait, et ça ne s'arrête jamais. Je pense que c'est aussi ça fait peur et à la fois c'est la beauté du truc, tu vois. Parce que je pense que ça peut s'appliquer à dès que tu ouvres PubMed, tu te rends vite compte de ça, en fait. Les études qui parlent d'autres études qui contredisent. La preuve ici, je suis content d'ailleurs que tu m'aies amené une contradiction ou en tout cas une nuance sur ce que j'ai dit, parce que ça montre bien que en fait tu crois savoir et en fait tu sais pas, tu vois. Alors ici, peut-être que tu as raison dans ce que tu dis, parce qu'en fait, ils sont en train, ce laboratoire-là est en train, si tu veux, de réaliser ce qu'ils appellent une autre méta-analyse plus méta-régression, et alors ils voudraient vérifier le volume par session. Donc ici, on parlait du volume hebdomadaire, et peut-être que là, avec par session, il y a peut-être un effet plateau qui arrive. Et donc l'idée est de vérifier si effectivement cette idée du junk volume, du coup, tiens, on disait qu'au-delà de 12 séries, ça n'avait plus aucun effet, c'est ce qu'ils vont essayer de vérifier justement avec ça. Okay, ouais, donc peut-être que là, tu vois, moi j'ai dézoomé, je suis parti sur plutôt un aspect un peu plus hebdomadaire. Peut-être que si on revient à l'aspect plutôt à la session, peut-être que là justement, ils vont pouvoir confirmer ce qui a déjà été précédemment observé, ou peut-être qu'ils vont arriver avec une conclusion, une observation légèrement différente ou totalement différente. L'avenir nous le dira. Exact. C'est comme une série Netflix, souvent on attend la suite et on verra le prochain épisode. Écoute, est-ce que on a fait un petit peu le tour de ce que tu voulais nous dire à ce propos-là? Oui, tout à fait. Ok, parfait. Je te propose qu'on passe un petit peu à la suite. Bon, on reste toujours évidemment dans le powerlifting, etc. Mais vu que tu es kiné en plus, je trouve ça hyper intéressant de parler de douleur dans le cadre des activités de powerlifting. Est-ce que tu as pu remarquer des moyens thérapeutiques peut-être qui se distinguent de ce que tu pourrais faire classiquement avec d'autres patients, qui semblent aider tes patients qui viennent pour des douleurs survenues durant le powerlifting, ou pas spécialement, et comment au final tu réagis? C'est 2 questions en une, hein, donc tu as le package, et comment aussi tu réagis ou comment tu réflexionnes, si je peux dire ça comme ça, face à quelqu'un qui vient te voir en disant j'ai mal, je fais du powerlifting, j'ai mal, bref. Comment t'appréhendes tout ça? Je vais pas te paraître très original, et j'imagine que tu l'as entendu quelques fois ici, mais je vais tout simplement commencer par parler de gestion de la charge d'entraînement. Ouais. Alors, en dehors de l'originalité notable de ma réponse, voici plutôt comment je réfléchis lorsque je fais face à un athlète qui a mal lors de ses lifts. Alors, j'aime bien revenir un petit peu à un cadre de travail qui a été proposé par Canero et collaborateurs en 2022, si je ne dis pas de bêtises, dans un papier qui était intitulé « There is more to pain than tissue damage, 8 principles to get care of acute non-traumatic pain in sport ». Donc, parmi les 8 principes qu'on a et qui me servent un peu de cadre de travail, ce serait le premier. En l'absence de trauma, ne pas présumer que douleur égale dommage tissulaire.
Mhm. Ne pas référer pour imagerie, à moins que l'on suspecte une pathologie grave ou quand l'imagerie peut influencer directement les soins. Mhm. Explorer les facteurs biopsychosociaux qui pourraient contribuer à la douleur. Délivrer un message positif à propos de la douleur durant l'examen et le traitement. Mhm. Améliorer la tolérance des tissus à la charge et à l'exposition sportive. Utiliser des modalités passives de traitement comme adjoint thérapeutique à une gestion active du traitement. Mhm. Utiliser une prise de décision partagée pour construire le sentiment d'auto-efficacité. Mhm. Utiliser une approche interdisciplinaire pour délivrer un message unifié. Donc Ok. ça, c'est globalement ce que proposait Canero. Et à cela, vu qu'on travaille avec des athlètes, j'aime parfois ajouter quelques exemples qui sont un peu plus pratiques, mais des choses que je vais rappeler. Donc, minimiser le repos complet, parce que certains athlètes pensent encore que c'est en se mettant en repos complet que les choses iront mieux. Mhm. Ensuite, et ça c'est vraiment le point le plus difficile que je trouve, c'est vraiment déterminer un point d'entrée à partir duquel je peux gérer, moduler les symptômes pour ensuite reprogresser. Ok. Et parfois, ça va être réduire la charge utilisée. Mhm. Euh, Ça va être ajouter un tempo. Ça va être réduire l'amplitude de mouvement. Ça peut être augmenter le nombre de répétitions pour qu'en fait la charge qui va être utilisée soit un peu moins importante. Ça peut être Mhm. changer l'exercice. Ça peut être mettre ce qu'on appelle des, des intensity caps, donc caper, entre guillemets, ne pas permettre à l'intensité de dépasser un certain seuil. Mhm. Ça peut ajouter ou soustraire des exercices, donc ajouter un peu ce qu'on va appeler de réhab ou préhab, et voilà, en balancer un petit peu. Ou parfois, c'est simplement retirer les exercices qui font juste mal, qui sont irritants. Ici, j'ai un athlète, je voulais lui faire faire des dumbbell skull crushers, ça fait 2 semaines, on a essayé d'adapter, la technique est bonne, juste c'est inconfortable. Pourquoi est-ce que je vais le faire chier, entre Ouais. guillemets, à lui faire un exercice sur lequel il n'est pas à l'aise? Bah ok, on propose un autre exercice, où est le Ouais. problème? Ouais. Ouais. Et Ok. enfin, un truc que j'aime faire aussi et qui peut être pertinent, c'est modifier la gestuelle, la technique. Et je trouve que c'est un point qui est très, très, très souvent sous-coté lorsque des gens travaillent avec des sportifs. Ok. Donc tu vas aller modifier. Est-ce que tu utilises par exemple tout ce qui est des approches manuelles actives comme Mulligan, etc. Donc, ou pas spécialement. Alors, avec les sportifs en général, je fais plutôt de la consultance à distance. Cela Ouais. dit, avec moi, mais parce que comme je suis vraiment tenu dans mon mi-temps, entre guillemets, avec les personnes dans Ouais, je vois. l'institution, là, oui, ça m'arrive de faire un peu de passif et de coupler ça parfois avec des exercices. En général, avec les sportifs, je trouve que c'est pas ce pourquoi ils viennent. Mhm. En tout cas, les gens avec qui moi je travaille, parce que ici je fais plutôt, si tu veux, la façon dont je travaille vraiment avec les sportifs, en dehors du fait que quand ce sont mes coachés, on traverse tout ça, on le fait ensemble, on le Mhm. fait vraiment, c'est dans la continuité du coaching. Il y a des gens qui viennent me voir aussi pour se faire coacher en rééducation, donc c'est vraiment entre la rééducation et le coaching. Ouais. Donc, mais je vends plutôt ça comme un service de, je veux dire, de coaching en réhab, en pain Ouais. management. Et puis Mhm. j'ai aussi des gens qui viennent me voir pour une séance. Et en fait là, on va revoir tout ça ensemble. Et donc ils vont arriver avec des Ok. vidéos, leur programme d'entraînement, et on va, youp, éplucher Ok. l'oignon et voir ce qui pose problème et adapter en fonction des attentes, quoi. Donc j'ai Ok. vraiment une distinction, en tout cas telle que je travaille avec les sportifs en force, où je travaille vraiment un petit peu différemment de ce qu'on pourrait retrouver dans une kiné un peu plus classique. Et en fait, moi, c'est ma touche à la kiné, qui est Ouais. vraiment plus de la consultance, un peu. En fait, les gens viennent me voir plutôt comme ils viendraient voir leur psy Ouais. dans la consommation du soin, que vraiment comme ils iraient voir un kiné qui viendrait voir plusieurs fois par semaine, en tout cas. Ouais. Bah, je suis exactement dans ce mode de fonctionnement-là. Donc, vraiment, mes patients, par exemple, je les vois une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2, 3 semaines parfois, voire Mhm. même il y en a une fois toutes les 6 semaines. Et en fait, je fais plus de la programmation. Ouais, Et tout à au fait. final, même quand ils me viennent me voir, et ça, c'est une pratique où j'ai beaucoup changé ces dernières années, où avant, ils venaient en séance et je voulais leur faire une séance cadrée. Bon, ça dépend évidemment si par exemple tu as une rééducation de croisée ou quoi. Oui, bien évidemment. C'est différent parce que voilà, ou s'il n'a pas accès à une salle et que la personne veut vraiment faire tout ce qu'il faut avec toi ou rien. Mais si le patient est un peu autonome, moi au final, ils viennent et souvent, je leur dis comment ça a été depuis la dernière fois. Est-ce que vos niveaux exercices ça a été, vous avez su les faire? Ok, on va analyser pour voir progresser dans les exercices. Mhm. Et en fait, je passe ma séance à leur montrer ce qu'ils vont devoir faire chez eux. Et, Tout à euh, fait. et après, on est reparti comme ça. Et honnêtement, ça peut paraître un peu aberrant quand on entend ça. On se dit, mais attends, le mec, il fait juste du consulting en fait, mais en Oui, c'est ça. présentiel.
Mais en fait, je crois fort là-dedans. Moi aussi. Et je touche du bois. Après, ça convient pas à tous les patients. J'ai déjà des Non. patients, pour être honnête, qui m'ont dit, écoutez, moi, voilà, c'est pas un mode de fonctionnement que ça m'est arrivé 2 fois, je pense, que j'adhère. Ok, bah, j'ai des collègues, j'ai des machins, et ils font très bien le job. Ouais, mais du coup, je suis content que tu en parles spontanément parce que c'est vraiment, je pense, une nouvelle façon aussi de faire un peu de la kiné. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sentiraient que ça leur parle d'exercer comme ça, je pense que c'est important de savoir que c'est OK en fait. Ouais, Que t'es pas. Voilà. tout à fait. Et toi, tu fonctionnes encore un petit peu différemment parce que moi, l'idée, c'est d'avoir 1 à 2 séances maximum et on va Ouais. prendre 1 heure et demie à Ah deux oui, OK. heures, 2 heures et demie. On fait parfois ça à distance aussi. Ouais, ouais. Et du coup, OK. ça m'est arrivé de faire des tests entre guillemets un petit peu diagnostiques, essayer de déterminer un peu ce qui se passe. Et ben, alors, si j'ai vraiment un doute et que je pense qu'il est vraiment nécessaire d'avoir un diagnostic ou de réaliser des tests plus spécifiques, et d'avoir la main, les Ouais. hands-on, bah, là-dessus, je vais pas hésiter à réorienter ou faire en sorte que la personne puisse me voir. Mais je remarque que parfois, quand on est avec des patients un peu plus chroniques, notamment ce que j'ai déjà eu avec des sportifs, là, c'est un peu moins grave. Puisqu'en fait, si c'est chronique, il est probable que ce soit pas juste lié forcément que du dommage tissulaire ou en tout cas, Mhm. enfin, Ouais. on s'entend et du coup ben, là-dessus je travaille du coup un petit peu plus à distance et on va vraiment et ce que je fais parfois c'est même je fais un compte rendu pour le coach si tu veux pour savoir OK. quelles adaptations je propose à l'entraînement, qu'est-ce qu'il devrait faire, qu'est-ce qu'il pourrait faire. Ça m'est déjà arrivé d'avoir à une reprise le coach avec durant l'appel avec l'athlète. Ah, c'est Euh, intéressant ça. donc OK. voilà, j'essaie de proposer une approche qui soit, j'ai envie de dire, ben, vraiment plutôt interdisciplinaire du coup de ce côté-là et OK. d'aller un peu plus loin. Tu vois, je sais qu'il y a beaucoup, on revoit une recrudescence des kinés qui disent il faut faire des courriers aux médecins, il faut faire des courriers chic et tchac, et je suis Ouais. totalement pour. Aussi au coach, Ouais. faut pas C'est vrai. hésiter, faut C'est pas vrai. hésiter. Ils seront peut-être plus répondants que les médecins, hein, souvent. Ouais, Je dis pas que les médecins sont pas répondants, mais on va pas tout se à le fait. cacher. Moi, je pense que depuis que j'ai commencé, j'ai dû envoyer une centaine de courriers, ce qui n'est pas énorme parce que je me suis un peu parfois découragé à les envoyer. J'ai eu peut-être des réponses, enfin, plutôt pas une centaine de courriers, mais on va dire des courriers à environ une centaine de médecins, on va dire plutôt. Peut-être un petit peu moins quand même, mais j'ai eu quoi, des réponses de 5 médecins, 5 6 médecins, Ouais. pas Et plus, hein. quand il faut que ce soit des réponses qui soient bienveillantes, qu'ils acceptent aussi, je pense C'est qu'on ça. peut peut-être encore réduire la proportion. Moi, les quelques fois où j'ai pu avoir des échanges avec les médecins, ouf, tu sais, Ouais. j'ai eu un gars où je suspectais vraiment un trouble vasculaire. Je suis allé voir le Ouais. médecin, je lui ai dit écoute, moi à l'effort j'observe une diminution du pouls pédieux, elle a pris au repos, il n'y avait rien. Elle dit moi je m'en fous, c'est pas la priorité, d'abord son genou, je dis mais je pense que son problème de genou en fait il vient d'un problème vasculaire. Ok. Non c'est son dos, comment vous le savez? Oui mais dans la famille, oui ok. Mais on est aussi face à quelqu'un qui est toxicomane, qui a eu des problèmes à risque, qui a quand même, lorsqu'il fait de l'effort, a ces douleurs qui apparaissent, et particulièrement plus avec la fatigue. Rien, vous voulez rien entendre. C'était non, d'abord radio du genou, puis radio du dos, scanner IRM, puis on s'occupe de son hépatite, et puis on verra pour un écho-doppler. Ah ouais, donc ça en fait du chemin avant d'arriver peut-être à l'examen qui serait vraiment utile, quoi. Mais, et qui pour moi va influencer le traitement, puisqu'en fait, j'ai le- il n'y a pas d'évolution, je suis là, et moi je dis il faut le réorienter là-dessus. Je vois Mhm. pas d'amélioration, et puis plus l'effort est intense, à un moment je dis là ça va pas. Et genre, ok, bah, on va revenir un peu en arrière, on refait ses hypothèses cliniques, mais bon, enfin voilà. Mais ça, tous les Waouh. médecins sont pas fermés non plus, il y a des médecins qui sont Non, très c'est ouverts, sûr. et il y a vraiment pas, enfin voilà, l'idée n'est pas de jeter l'opprobre sur toute une profession, mais Non. il est clair que c'est pas évident de communiquer avec d'autres corps de métier. Bah, je pense que oui. Je pense que notre profession évolue et je pense qu'on gagne progressivement en crédibilité aussi, tu vois. Ouais, Je pense que pendant longtemps, on a juste été des applicateurs de prescriptions tout à fait. un peu bêtes, juste se dire, OK, on masse et machin. Maintenant, je pense que on commence à être reconnu petit à petit, très petit à petit, mais pour peut-être nos qualités diagnostiques et se rendre compte qu'il ne faut pas spécialement d'office être médecin pour avoir la capacité cognitive de poser un diagnostic, ou en tout cas de suggérer un diagnostic, parce Mhm. qu'évidemment, la pose du diagnostic, c'est normalement réservé quand même au médecin en termes médical. Tu sais comment je Mais contourne la chose? Moi, je ouais, parle de diagnostic kinésithérapeutique.
Ouais, en fait, là, en parlant, j'essayais je me disais, oh là, on va me tomber dessus parce que je suis en train de dire que les kinés peuvent poser un diagnostic. Mais oui, mais en fait, c'est vrai, On c'est parle vrai. d'hypothèses diagnostiques. Moi, c'est ce que je dis. Je dis mes hypothèses diagnostiques. Je dis pas, et je le dis aux patients, je dis je suis pas à même de vous dire exactement ce que vous avez. C'est pas mon rôle en tant que kiné de poser le diagnostic. Mais moi, mon diagnostic kinésithérapeutique, on en a parlé avec un professeur quand j'étais étudiant. Je dis, ouais, mais parfois, on a plus les outils en main, on a plus de temps avec le patient, on le voit Ah plus ouais. régulièrement dans différents contextes. Mhm. On est bien placé pour en tout cas émettre ou en tout cas peut-être ouvrir d'autres hypothèses diagnostiques. Ici, il y a une personne avec qui je travaille en coaching. Mhm. Tu me diras ce que tu en penses, c'est assez intéressant d'ailleurs. En gros, il a commencé à venir me voir, il avait problème au niveau du genou. Imagerie, il n'y a rien. Mais il me dit, je pense que c'était plutôt au niveau de tissu conjonctif. Voilà, puis plus rien, on travaillait un an ensemble. L'an dernier, hernie inguinale. Mhm. Ok, bon, on fait la rééducation, tout se passe bien, ça met un peu de temps, douleur chronique, mais il paraît que c'est courant lorsqu'on pose un filet, notamment au niveau inguinal. On a très peu de données chez les sportifs de force, donc en plus, bah, comme il y a beaucoup de valsalva et de pression intra-abdominale qui est augmentée, ça pourrait être un petit peu compliqué. Ok. Puis, ici, il y a 2 mois, même chose qu'il a eu de son autre genou, il l'a à l'autre. Et ici, ça évoque plutôt en torse, en tout cas, problème ligamentaire. On va voir le médecin, je sais pas. Et ici, de la semaine, il se fait mal, et il me dit, c'est plutôt au niveau de ma tabatière anatomique. Et moi, je suis là, je me dis, ben en fait, à chaque fois, on va voir des médecins. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Alors, si quelqu'un a une idée dans le podcast, je suis tout ouvert. Mais ici, moi, je commence à réfléchir. Je me dis, mais est-ce qu'on ne serait pas probablement lié à peut-être quelque chose qui soit plutôt du tissu conjonctif, enfin, une pathologie du Ouais. tissu conjonctif au niveau systémique? Parce qu'en fait, même au niveau de l'hernie inguinale, on est sur le tissu conjonctif. Au niveau bah, Ouais. des genoux, et ici, c'est plutôt presque, j'ai envie de dire, au niveau fibulaire, ce genre de choses. Bah, certains ligaments, Mhm. est-ce qu'en fait, il n'y aurait pas quelque chose là aussi? Et puis, en Ouais. fait, au niveau de la tabatière, est-ce que c'est nerveux ou est-ce qu'il y a un rétinaculum qui est peut-être un petit peu lésé? Tu vois, et je me dis, ben, Ouais. quand on additionne tout ça, et alors peut-être que lui va aller chez un médecin, et à chaque fois, peut-être que le médecin sera différent, mais tu vois, nous on a cette approche où bah, je travaille avec quelqu'un de manière un petit peu plus longitudinale. Ben, en fait, Mhm. tu vois, là, les pieds, ça commence un petit peu trop à s'additionner de manière un petit peu louche. Ouais. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et puis quand c'est quand la cause n'est pas claire et que, comme tu dis, ça pop un peu de tous les côtés, c'est comme tu dis, il faut penser à du systémique, du Exact. rhumatisme, enfin Ouais. des choses rhumatismales ou d'autres syndromes. Mais Oui, c'est vrai que on pourrait parler cancer ou ce genre de choses. Je sais pas si ouais, c'est le cas ici, je veux pas alarmer qui que ce soit, mais c'est on clair croise qu'il les y a, doigts que, oui, que- mais il est clair ouais. qu'il faut penser aussi un peu à ces causes un peu plus systémiques, mais je trouve qu'en tant que kiné, on est très bien placé pour ça. Ouais. Et enfin, moi, j'ai écouté encore le podcast que tu as fait avec Olivia. Je pense que c'est un très, très, très bon exemple avec les exemples qu'elle a pu donner quand même. Ouais. Ah, mais c'est clair. Mais il faut oser avoir confiance en soi à ce niveau-là. Parce que Ouais. personnellement, moi, en sortant de kiné, je me sentais absolument pas légitime de. Enfin, je me serais absolument pas senti légitime de commencer à parler de troubles vasculaires et des choses comme ça, tu vois. Je me Ben serais dit, écoute, ah non, c'est pas pour moi, tu vois. ouais, je suis Et- tout à fait d'accord. Et en fait, moi, ça a été comme ça aussi. Juste au Mhm. moment, les patients arrivent devant ta porte et tu te rends compte que je pose la question ici, bah, une fumeuse. Et puis à un moment, je dis, bah, moi, j'ai été en service de stage ouais, c'était en néphrologie. Mais bon, ils avaient tous des drains, ils étaient tous fumeurs, certains se faisaient amputer. Et à un moment, je dis, on est quand même sur une Mhm. année, une unité, enfin, année paquet. Bon, quand même demander à voir un peu les pieds et tout ça. Et puis, patient bah, début d'AOMI, quoi, Ouais. d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, les orteils rouges et gros Ah comme ouais. des saucisses. Tu te dis, il y a quand même du trouble circulatoire là-dessus. Donc, Ouais. tu commences un peu à te dire, bon, ils sont quand même là. La personne vient me voir pour une scoliose, et puis en posant les questions. Ouais. Donc, enfin voilà, je pense que. Mhm. Mais mes anamnèses ont évolué hein, depuis le début, et bon, maintenant je couvre un peu plus ce genre de choses. Avant, c'était vraiment plus lié sur la chose, et je pense que c'est la pratique qui fait aussi que. Et Ouais. bah, tu le dis, les écoles nous préparent pas assez bien, malheureusement. Hein. Bah, on nous fait bouffer tous les tests orthopédiques du livre. Et moi, mes bilans au début, quand j'ai commencé kiné, et encore, quand je dis au début, ça fait le mec qui exerce depuis 10 ans, mais je suis kiné que depuis 6 ans. Ben, j'avais tous mes tests orthopédiques, mais il n'y avait rien qui en sortait. Enfin, tu vois, je faisais 10, 15, 20 tests par première séance. Je balançais tout ce que je connaissais. Et en fait, je ressortais de là, j'avais ouais, 5 tests positifs, 3 tests négatifs et tout. Et je faisais, ok, mais du coup, j'en fais quoi? Ouais. Je sais pas en fait, j'en sais rien. Quand j'étais étudiant, on a eu notre examen de synthèse.
Et en préparation de fameux. l'examen de synthèse, on était justement, je pense que toi tu as connu aussi cet examen de synthèse. Ouais. Je suis jury d'examen de synthèse maintenant, d'ailleurs, dans l'école où je l'ai passé. Donc, Ah. donc c'est assez comique. Et ben, tu vois, on nous demandait de retenir tous ces tests. Et tu sais, moi en préparant mes cas, parce on avait, je sais pas, 60 cas à préparer, tu sais, je creuse, ah, quels sont Ouais. les tests? Et puis à un moment, je tombe sur un article. Et cet article-là, il dit que la plupart des médecins arrivent à poser un diagnostic avant même d'avoir fait un seul test, dans 70% des cas. Parce qu'en fait, tout se situe dans l'historique du patient. Et en fait, je me rends Mhm. compte que c'est vrai pour beaucoup de pathologies Ouais. musculo-squelettiques. Celle-là, les Ouais. musculo-squelettiques. Notamment, je remarque qu'en fait, si on écoute l'histoire du patient, qu'il arrive à nous donner le mécanisme, si par exemple c'est traumatique, qu'il nous a donné un petit peu le mécanisme lésionnel, Ouais. la zone, qu'est-ce qui s'est passé, les circonstances qui entourent un petit peu tout ça. Et en fait, juste en prenant plus le temps d'écouter, moi je passe beaucoup plus de temps à écouter maintenant et à poser mes questions que réellement à tester. Et en général, je vais faire deux trois tests pour avoir un peu l'idée de ce qui se passe. Et en fait, j'essaye plutôt de ça et en fait que toutes mes hypothèses soient là. Et puis en fait, je vais sélectionner mes tests pour mes hypothèses et plus ce qu'on m'a appris en kiné à tester avec tous mes tests Ouais. et puis d'émettre tes hypothèses Ouais. après, en fait. Ouais. Ouais, Et du tout à coup, le fait. raisonnement, entre guillemets, clinique a un petit peu évolué. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est par la lecture d'articles que j'ai appris ça. C'est pas par. Ouais. Si Par j'avais défaut. sorti de l'école et que j'avais pratiqué tel que ce qu'on m'avait pris à l'école, j'aurais continué, entre guillemets, à rester un peu dans ce. Probablement, en tout cas, pendant un certain temps, dans ce mécanisme, en tout cas. Mhm. Bah non, mais ce que tu décris, je pense que c'est hyper important. Le message derrière, c'est qu'au final, on évolue. Tu vois, et je pense que, je dis toujours, la pratique que j'ai aujourd'hui, par exemple, elle ressemblera sûrement peut-être pas à ce que j'aurai dans 5 ans. Et peut-être que quand je regarderai 5 ans en arrière, je me dirai, oh, qu'est-ce que j'ai pu foutre quand même. Et je pense que voilà, c'est le jeu, mais je pense que c'est bon signe d'avoir une pratique qui change, qui évolue, et plutôt que quelqu'un qui fait la même chose depuis 20 ans. Tout à fait. Je pense que quand tu penses avoir trouvé la recette magique, c'est que tu t'es éloigné probablement, je pense, pas de la vérité, mais d'un traitement qui est centré sur le patient et qui est basé sur la science. Mais après, je voulais aussi aborder avec toi une petite chose, toujours dans le cadre Mhm. des blessures, etc. Qu'est-ce que toi tu penses de la mobilité? Alors, ça pourrait aussi faire l'objet d'un podcast. C'est un sujet que j'aime beaucoup parce que c'est très trendy, tu vois. On en Ouais. parle beaucoup, notamment avec le système Functional Range Conditioning, donc FRC. Pour les gens qui ne connaissent pas, j'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts, mais en 2 mots, c'est un système développé par André Ospina qui vise qui se veut de moderniser l'approche de la mobilité, en tout cas selon ses mots, et d'inclure du travail un peu de contracté, relâché, mais avec des contractions actives de muscles. Enfin bref, je ne vais pas commencer à rentrer dans tous les détails, mais en gros, c'est du travail de mobilité et ce système insiste beaucoup sur le fait que la mobilité est du travail actif en fin d'amplitude, par exemple, tandis que de la souplesse, c'est plutôt passif et que souvent on mixe un peu les deux et que quand on s'étire passivement contre un mur, on croit faire de la mobilité alors qu'on fait en fait plus de la souplesse et que la mobilité, ce serait d'arriver à cette amplitude-là activement. Bon, je suis un peu parti dans tous les sens, mais c'est pour poser un peu le contexte. Toi, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu l'utilises avec tes athlètes? Parce qu'à croire ce qu'on peut voir sur les réseaux, parfois, c'est le Graal, c'est le truc indispensable. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Hey, sorry de m'imposer encore une fois, mais c'est simplement pour te dire que tu arrives à la fin de cette première partie. Donc en fait, à partir de maintenant, tu l'auras peut-être compris, on a décidé, sur base de vos retours et aussi de notre bon sens, de se dire que les longs épisodes, donc qui duraient plus que 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie parfois, eh bien on a décidé de les scinder en 2 parties. Simplement, ça facilite le parcours des épisodes, parce que quand tu as un épisode de 3 heures et que tu oublies où tu étais, et que tu dois commencer à rechercher où tu étais, etc., ou que Spotify a oublié de notifier ta progression, c'est parfois vachement galère et ça décourage parfois même de continuer d'écouter le podcast. Donc voilà, simplement c'est pour te dire que c'est la fin de cette première partie, mais t'inquiète pas, il y a une deuxième partie qui arrive très très bientôt. Et pour ne pas la louper, eh bien n'hésite pas à venir nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu nous écoutes, ou même sur YouTube si tu veux du format vidéo. Allez, on te remercie pour ton soutien et on te dit à très très vite sur Entendons. Ciao.
Ah, et avant que tu partes, voilà un petit message simplement pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail. Et donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si on peut vous demander encore une chose, c'est simplement de nous mettre peut-être 5 étoiles sur Spotify ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui, quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que, comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc., la moindre goutte, ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà. Voilà, je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao ciao.